On va pouvoir commencer la conférence exceptionnelle donc, sur le CNES. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter rapidement Alain Tixier et Lionel Suchet. Alain nous fera un petit pitch sur le teaser que vous allez voir, et ensuite il y aura une petite présentation de PowerPoint de Lionel Suchet, et après le plus important surtout, c'est qu'on ait des questions-réponses pour que vous puissiez participer. Donc je vais demander à Alain Tixier et Lionel Suchet de me rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Donc Alain, on le connaît bien, c'est membre de la Société des explorateurs français et journaliste. Il a travaillé pendant 25 ans avec Nicolas Hulot. C'est également la personne qui nous fait le making-of chaque année. C'est le président de notre association. Donc on est très heureux de l'avoir avec nous, et surtout un grand spécialiste de l'espace. Il a beaucoup travaillé avec les Russes. Et je vais vous présenter un petit peu plus en détail Lionel Suchet. Donc Lionel Suchet, vous êtes directeur général délégué du CNES depuis 2017. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique en 1984, puis de l'école nationale de l'aéronautique et de l'espace. En 1989, vous êtes responsable à la qualité de la sécurité et du facteur humain pour le projet Antares. En 1992, vous devenez chef du projet Altaïr. Avant de devenir directeur général délégué, vous étiez en charge de la nouvelle direction de l'innovation, des applications et de la science du CNES. Vous êtes ingénieur général de l'armement. Vous avez 58 ans, à peu près, et vous êtes surtout chevalier de la Légion d'honneur. Il m'a fait la même chose hier, moi c'était carrément une nécro. Bien, écoutez, je vous remercie d'être là. La conférence débat de ce soir va porter en fin de compte sur l'exploration de la planète Mars. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, du robot, du rover Perseverance qui s'est posé au mois de février dans un cratère, en fin de compte, où il y a 3,5 milliards d'années, peut-être un peu plus, effectivement, coulait l'eau liquide. Alors, les recherches qui sont confiées en fin de compte à ce rover, la mission qui est confiée à ce rover, c'est d'essayer de trouver des traces de vie passées, parce que les conditions de Mars il y a 3,5 milliards d'années ressemblaient à celles de la Terre il y a 3,5 milliards d'années, au moment où est née la vie sur Terre. Alors il est possible, l'eau a coulé, il y avait du volcanisme, il y avait une atmosphère, il y avait une protection en fin de compte magnétique de la planète. Il s'est avéré que par la suite le noyau de la planète s'est refroidi et Mars a perdu effectivement son atmosphère, son bouclier magnétique, la température est devenue extrêmement froide et de toute façon la vie n'y est plus possible. Mais il est possible qu'il y ait 3 milliards d'années que des bactéries en fin de compte se trouvent, des archéobactéries et qui ne seraient plus vivantes bien sûr, mais qui seraient peut-être encore dans le sol martien. Et la mission de Persévérance, c'est d'abord de caractériser en fin de compte l'environnement de la planète Mars, dans cet endroit qui était très certainement le delta d'une rivière, puisque l'eau, il est prouvé par les photos des orbiteurs qui ont tourné autour de Mars, que l'eau a coulé à cet endroit-là, enfin du liquide a coulé, mais très certainement de l'eau bien sûr, et donc le robot Persévérance, le rover Persévérance, doit forer dans la surface, enfin dans l'argile que l'on trouve à cet endroit, dans l'argile et d'autres effectivement terrains, pour essayer de trouver peut-être ces preuves d'une vie martienne passée. Des échantillons récoltés par Persévérance vont revenir dans quelques années. Mais il faut savoir que c'était effectivement une mission de la NASA, mais c'est aussi une mission du CNES, parce que le CNES, avec les ingénieurs qui ont travaillé pour le CNES, ont conçu la tête pensante, je gère un petit peu, mais enfin bon, aussi la tête pensante de Persévérance, c'est-à-dire la partie supérieure avec les caméras, avec des lasers qui permettent de faire exploser en fin de compte les roches pour pouvoir effectivement analyser leur composition. Voilà, je ne suis pas spécialiste. Le spécialiste, c'est Lionel Suchet, quand même directeur général du CNES. Je vais le laisser parler. Il a beaucoup plus de choses à dire sur la question que moi, je ne fais que globaliser. Mais par contre, j'ai fait un petit teaser de 3 minutes, que vous allez voir, qui va vous permettre de remettre un peu dans les conditions, en fin de compte, de ce qu'est cette mission et de ce qu'on pourrait éventuellement trouver sur Mars. Voilà. Alors, je voulais juste ajouter une chose. C'est que là, franchement, on va être dans le spatial très lointain, mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Claudie Héniré et Jean-Pierre Héniré, qui sont nos 2 astronautes français qui ont volé pour Claudie 3 semaines sur la station Mir en 96, et ensuite une
dizaine de jours sur la Station spatiale internationale en 2001. Et Jean-Pierre Ignéret, lui, a volé aussi 2 fois, en 93, 3 semaines sur la station Mir. Et il a été surtout le cosmonaute français qui avait fait le plus long vol de 6 mois, en 99, tu me dis si je me trompe, Jean-Pierre, c'est bien en 99, avant que notre ami Thomas Pesquet, effectivement, batte son record en faisant un deuxième vol de 6 mois. Voilà. Mais donc, je vous laisse vous lever pour que les gens vous voient. À la remise des prix pour la clôture du festival. Mon cher Lionel, je te passe la parole. Ah non, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous allez tout plus vite que la musique. Bon, bah, oui, le teaser. « 7 minutes de terreur », c'est 7 minutes entre le début de la rentrée dans l'atmosphère et l'atterrissage de ce rover. Et ces 7 minutes se déroulent à un moment donné où on ne sait rien sur Terre. On l'apprendra que 11 minutes plus tard. Donc là, on est dans la partie où ça freine le plus vite. Pour que ça se passe bien, il y a une série d'événements qui doivent se produire à un moment donné très précis, parfois au dixième de seconde, exactement dans l'ordre. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. C'est tellement automatique qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de difficulté. Mais si vous saviez le nombre de problèmes, de cas de panne, c'est vraiment un défi humain. C'est un rêve d'exobiologiste d'aller chercher de la vie sur Mars et d'avoir pour la première fois des échantillons revenant de Mars dans lesquels on va pouvoir aller chercher très finement dans l'échantillon des traces de vie. Donc là, il prépare donc la descente du rover sur les filins. Donc là, la centrale inertielle dit que le rover est immobile. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. C'est une immense joie. C'est un peu comme un enfant en fait. On lui lâche la main et le moment où on doit lui lâcher la main pour qu'il marche tout seul, c'est toujours, on a peur et en même temps on a envie parce qu'on est très fiers. Persévérance est dotée de plusieurs équipements pour aller chercher des échantillons sous la surface. Et puis il a des outils pour aller regarder l'environnement minéralogique, donc SuperCam, pour rechercher des traces de vie. C'est comme un livre qui s'ouvre à nous et page à page, on découvre l'histoire de Mars et c'est fantastique parce que comme elle est jumelle avec la Terre, en fait c'est notre propre histoire qu'on découvre. Si on découvre qu'il y a de la vie sur Mars, là on se dira sur 8 planètes que nous avons dans notre système solaire, 2 ont de la vie, donc il y a sûrement de la vie partout dans l'univers. Le film est à venir, oui. Il y a un film pour Arte qui sera certainement pas l'année prochaine. Et donc là, on attend effectivement d'avoir l'autorisation du CNES pour aller sur Mars. Peut-on y aller masqué ou pas? Bon, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être ici. D'abord, je voudrais remercier Vera pour tout ce qu'elle fait pour et puis tous les bénévoles pour ce superbe festival. Et on est très très content d'être ici. Le CNES est très content d'y participer. Effectivement, je vais vous montrer quelques photos et vous parler un peu de cette planète et de ce qu'on y fait, et puis de deux équipements français qui sont sur 2 missions américaines, qui sont au cœur de 2 missions américaines et qui sont très importantes, de fierté nationale qu'on a là-haut, un sismomètre extrêmement précis, et puis l'œil, et un peu plus que l'œil, des sens du rover Persévérance dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc si on peut envoyer les planches. On va
ma présentation est assez courte parce que je ne veux pas vous parler pendant des heures de choses compliquées, ce n'est pas l'objectif du tout. C'est vous montrer ce qu'on fait là-haut et puis ensuite qu'on puisse discuter et que vous posiez toutes les questions que vous vouliez sur Mars ou sur d'autres sujets d'ailleurs du spatial comme vous le souhaitez. Donc ça c'est ce que vous a expliqué rapidement Alain. Vous voyez les deux histoires de Mars et de la Terre. Le début, donc 4,5 milliards d'années, c'est l'âge de nos planètes, hein, qui ont commencé à se former à ce moment-là. L'univers, c'est 15 milliards d'années. Donc il y a 4,5 milliards d'années, Mars et la Terre se forment, ce sont des boules en fusion au départ, et puis elles se refroidissent petit à petit, et là les premiers éléments commencent à se solidifier, l'eau arrive, et cette première partie de la vie de nos planètes, de l'histoire de nos planètes, est complètement similaire. Les planétologues sont persuadés que la première partie est complètement similaire jusqu'à à peu près 3 milliards d'années. Et là, les histoires se divergent, c'est-à-dire que côté de la Terre, ben, l'eau continue, l'atmosphère, et puis la vie apparaît, les vies complexes apparaissent à ce moment-là. Et côté Mars, eh ben, la planète est plus petite, elle ne garde pas son atmosphère, l'eau s'évapore, l'atmosphère s'en va, il en reste un peu, et donc on a une planète qui est gelée quelque part, qui est figée dans l'état qu'elle avait il y a à peu près 3 milliards d'années. Et donc c'est très très intéressant pour les planétologues de voir ce qui s'est passé au début de l'histoire de la Terre, avec une Terre qui s'est gelée quelque part il y a 3 milliards d'années, qui est Mars. Et c'est aussi très intéressant, évidemment, dans le cadre de la recherche de la vie, de savoir si, alors il n'y avait pas des formes de vie très évoluées, mais s'il y avait déjà, à cette époque-là, des formes de vie, et si on peut en trouver sur la planète, et il n'est pas exclu que ce soit le cas, et c'est ce qu'on cherche. Il est prouvé d'ores et déjà que l'eau a coulé sur Mars, donc il y a eu de l'eau liquide sur Mars, et qu'elle a coulé longtemps. Ça, c'est une découverte assez récente. On pensait à quelque temps, on savait qu'il y avait eu de l'eau, mais on ne savait pas si elle était montée en surface, si elle avait coulé, s'il y avait eu des fleuves, etc. On sait maintenant que c'est le cas, et on sait donc que tous les ingrédients de la possibilité de l'éclosion de la vie ont été présents sur Mars, et pendant assez longtemps. Est-ce que la vie est apparue sur Mars? Ça, on ne le sait pas, et c'est ce que cherche une des deux missions dont je vous ai parlé. Et avant de parler de Persévérance, je voudrais vous parler d'une autre mission qui est assez extraordinaire aussi, et dont on parle moins, qui est la mission InSight. Donc c'est, vous voyez, cette plateforme qui s'est posée sur Mars. Aussi, c'est une plateforme américaine, mais qui est stable, celle-là, qui est fixe. Les Américains ont deux plateformes pour explorer Mars. Une plateforme qui roule, qui est un rover qui se déplace, et une plateforme fixe qui est celle-là. Et cette plateforme sert à mesurer, s'il y en a, les tremblements martiens, les tremblements de Mars. Alors pourquoi mesurer les tremblements de Mars? Alors d'abord, je vous décris la plateforme. Vous voyez, on a des sismomètres qui sont au bout de ce câble, qui est un câble très très souple, très, très particulier. On a 3 petits sismomètres qui sont dans le bloc qui est posé en bas à gauche, sur lequel on vient mettre un bouclier, en fait, pour protéger les sismomètres qui sont extrêmement précis, pour les protéger du vent, parce qu'on ne veut pas mesurer le vent martien. On veut mesurer les tremblements du sol, si jamais il y en a. Une fois de plus, quand on a lancé cette mission, on ne savait pas si Mars avait des tremblements de son sol ou pas, s'il y avait des tremblements martiens. On le sait depuis, et on a mesuré ces tremblements, vous allez le voir. Et donc, on a ces 3 sismomètres qui sont au cœur de la mission. Ce sont des sismomètres qui ont été faits en France, qui ont été conçus en France, par des scientifiques qui sont à Paris, à l'IPGP, à l'Institut du Globe, avec un industriel français qui s'appelle Sauderne, qui est aussi en région parisienne, et puis l'ensemble a été coordonné donc, par des ingénieurs du CNES. Cette mission martienne de la NASA, elle a un coût d'à peu près 800 millions de dollars. Notre instrument, c'est 50 millions d'euros à peu près, tout compris. Donc c'est cher, mais par rapport à la mission, c'est beaucoup moins cher. Eh bien, la NASA vous embarque. Si vous êtes les meilleurs, aujourd'hui il y a un appel d'offres au niveau international, vous êtes les meilleurs, vous répondez, vous êtes embarqués sur la mission. Si notre instrument ne marche pas, la mission de 800 millions pour la NASA, elle est perdue, elle ne sert à rien. On est au cœur, c'est l'instrument qui est au cœur de la mission. Ils vous font confiance et on part et on a un partenariat extrêmement fort avec eux là-dessus.
Et donc on a un peu de pression quand même, si vous voulez, sur la conception de ces sismomètres. D'autant plus que pendant le développement, comme d'habitude, enfin, comme souvent, on a eu pas mal d'imprévus et à un moment donné, on ne savait pas si on allait pouvoir les livrer à temps ou pas. Il y a eu un retard de la mission, ça a été livré à temps et finalement ça a marché. Donc on est très très fiers, on n'en parle pas de cette mission, mais on est très très fiers des mesures qui ont été faites avec ces sismomètres. Alors des sismomètres, si vous voulez, c'est des choses qui mesurent donc des mouvements. Hein. Et donc ces sismomètres-là, ils mesurent des déplacements de l'ordre de 1 Armstrong, donc c'est extrêmement petit. Et c'est des sismomètres qui sont parmi les sismomètres les plus précis qui existent. Et en plus, il a fallu les mettre en haut d'une fusée, avec le lancement, les vibrations, les envoyer sur Mars, se poser sur Mars, vous avez vu que c'est pas facile, et puis faire les mesures, et voilà, et on y est arrivé. Alors voilà pourquoi on étudie ces tremblements de Mars, parce qu'en fait, quand vous avez un tremblement de terre, ou un tremblement de Mars, il y a des ondes qui se propagent dans la planète, qui rebondissent sur l'intérieur et l'extérieur de la planète, et donc ça permet de comprendre la structure interne de la planète. Et des planétologues se demandent comment est fait le noyau de Mars, est-ce qu'il est liquide, quelle taille il a, est-ce qu'il tourne, etc. Et ça, évidemment, on ne peut pas le voir avec des observations, on a des satellites qui tournent autour de Mars, qui observent le sol, etc., mais on ne peut pas le voir. Par contre, avec l'étude des tremblements martiens, on a une connaissance intime de l'intérieur de la planète. Et puis on a aussi, vous voyez, ces ondes se propagent aussi sous la croûte de la planète, et donc on a une meilleure connaissance de l'épaisseur de la croûte de Mars. Donc c'est une expérience extrêmement importante pour les planétologues, et donc qui s'est réalisée donc en début 2019. Vous voyez, là on a posé, ça c'est des images, donc des vraies images de Mars, où on posait ce bouclier sur nos sismomètres. Alors, ça paraît simple, hein, mais quand vous êtes sur Mars, des millions de kilomètres, et tout est prévu et à l'avance, tout est évidemment défini à l'avance, et puis quand vous envoyez les télécommandes, vous ne touchez plus à rien. On ne peut pas en temps réel dire « Ah ben non, ça va tomber à côté, il faut reprendre, etc. » C'est fini. Quand vous avez envoyé vos télécommandes, tout doit être précis au millimètre, pour que votre bouclier il tombe exactement au bon endroit, pour que le câble, vous voyez le câble qui est extrêmement souple, pour ne pas perturber les mesures non plus, soit bien déployé sur le sol martien. Donc il y a une petite pelle mécanique sur cette plateforme qui permet de bouger les éléments, de faire. On a recouvert depuis le câble de sable martien, pour éviter là aussi qu'il soit perturbé par le vent. Et tout ça se fait à distance par les ingénieurs du CNES et de la NASA qui travaillent ensemble. Alors j'ai prévu de vous montrer donc, et de vous faire écouter peut-être le premier séisme de Mars. C'est un son, c'est quand même assez émouvant parce que donc en avril 2019, on a mesuré, des humains ont mesuré pour la première fois des tremblements martiens, se sont rendus compte pour la première fois que ça existait, ont démontré que ça existait, et donc c'est grâce à un instrument français, une coopération assez exemplaire avec la NASA que ça a pu avoir lieu. Je peux vous dire que les scientifiques qui entendent ça au sol, évidemment, ils pleurent, quoi. Ils pleurent, littéralement. Voilà. Alors, deuxième mission sur laquelle on a un instrument majeur, et puis c'est les deux missions qui sont les dernières arrivées sur Mars en opération, c'est évidemment ce rover Perseverance dont vous a parlé rapidement Alain, et donc vous avez vu le film, alors je ne l'ai pas repris, mais vous avez vu le film de la descente, on pourra en reparler si vous voulez, c'est Perseverance, donc qui a été lancé en juillet 2020, mi-2020, et qui est arrivé sur Mars, qui s'est posé sur Mars en février 2021. Alors vous voyez, c'est un gros rover. Il y en a deux. Il y a Curiosity, qui est
son frère, qui s'est posé il y a quelques années, et Persévérance. C'est grand comme une Twingo, à peu près, si vous voulez, une petite voiture, voilà, c'est une petite voiture qui est posée sur Mars avec cette technique extraordinaire dont je vous reparlerai, et qui permet de faire plein de choses parce qu'il se déplace et puis il fait des analyses et il peut faire aussi des échantillons, il va préparer des échantillons. Alors je vais vous montrer d'abord quels sont les principaux objectifs de la mission. Donc l'observation géologique, donc les roches, on essaie toujours de comprendre quelles sont les roches qui sont présentes sur Mars, leur constitution, pour que les planétologues comprennent l'histoire géologique de la planète. Donc ce rover a des instruments qui permettent d'analyser les roches, dont l'instrument français dont on va reparler. La recherche d'éléments de vie, c'est-à-dire que ce rover a été posé, contrairement au précédent, dans une embouchure de fleuve asséchée, bien sûr, mais une ancienne embouchure de fleuve, dans lequel il y a des argiles et où les scientifiques pensent que la vie a pu se développer. Donc il peut rechercher, il y a des équipements à l'intérieur qui permettent de tracer des éléments biotiques, donc des éléments de vie. Il prépare, ce rover, un retour d'échantillons. Le Graal pour les scientifiques, l'étape d'après, c'est le retour d'échantillons martiens. Donc faire des échantillons là-bas et les ramener sur Terre pour les étudier. Et donc, cette mission permet de préparer les échantillons. Vous allez le voir sur une slide après. Et puis une mission qui n'est pas encore conçue aujourd'hui, enfin on commence à la concevoir, mais qui n'est pas encore fabriquée, va être lancée sur Mars dans quelques années pour aller récupérer ces échantillons et les ramener sur Terre. Donc il prépare le retour d'échantillons. Et puis on prépare aussi l'exploration humaine de Mars. Vous savez que la prochaine... Aujourd'hui, on a l'ISS, Thomas Pesquet, qui vole 400 km d'altitude dans la Station spatiale internationale. L'étape d'après, c'est la Lune. Et là aussi, l'étape ultime, quelque part, du vol habité, c'est Mars. Et donc, il y a des équipements sur ce rover qui permettent de commencer à travailler sur la récupération des ressources in situ, des ressources martiennes, et notamment le CO2, le gaz carbonique, qui est très présent sur Mars, pour en faire de l'oxygène, puisque c'est ce qui permettra de faire vivre des astronautes sur Mars. On ne va pas envoyer là-haut tout l'oxygène qu'il faut pour une mission. Donc on va utiliser les ressources in situ pour fabriquer de l'oxygène. Et il y a un petit équipement qui est sur ce rover et qui fabrique de l'oxygène à partir du gaz carbonique. Alors la bête, la voilà. Vous la voyez ici, ça c'est au JPL en fin d'intégration. Voilà, donc un condensé de technologie, tout ce qui se fait de mieux au monde en termes de mesures et de mesures de planétaux et sur ce rover. Et donc l'équipement français, c'est celui qui est en haut du mât. Vous voyez ce mât qui est au-dessus du rover, et puis en haut vous avez cette boîte blanche avec ce rond rouge. Et en fait, ça c'est un équipement extraordinaire qui a... Alors je vais vous le montrer après. Je vais revenir. Voilà. C'est ça. Alors ça c'est une photo, c'est un selfie du rover pris sur Mars. Hein. C'est une vraie photo qu'il a prise lui-même depuis son bras. Et donc vous avez ce boîtier. Ça a révolutionné l'exploration martienne par rover. Alors pourquoi? Parce qu'un rover, donc ça se déplace et c'est fait pour tester la roche, le sol, pour faire des analyses. Vous verrez des photos de Mars, vous en avez un peu derrière là. Mars, c'est un désert avec des cailloux partout. Vous avez un rover et vous avez des cailloux partout. Et puis, de l'autre côté, sur Terre, vous avez 300, 500 en ce moment, scientifiques qui veulent étudier ces cailloux. Et ils veulent tous étudier tous les cailloux qui sont autour du rover. Sauf que ça se déplace lentement, un rover. Et sans ce système-là, il faut aller au contact, il faut se déplacer, il faut programmer le rover pour qu'il aille sur le caillou en question, qu'il prenne un échantillon, qu'il analyse, c'est extrêmement long. Et donc, il est très intéressant de pouvoir choisir les roches que vous voulez analyser parce qu'elles sont les plus pertinentes. Qu'est-ce que fait cet équipement? Il y a un laser, alors le rond qui était le rond rouge sur le rover à l'intégration, c'est en fait un télescope. Et au milieu de ce télescope, vous avez un laser qui tire à haute intensité, avec des pulses, qui permet jusqu'à 7 mètres, 7 mètres 50 autour du rover,
de faire un plasma avec sur le rocher sur lequel vous tirez. Donc vous faites un plasma, vous volatilisez quelque part la roche avec le laser, et le télescope analyse cette lumière qui a été créée par la volatilisation de la roche, et grâce à l'analyse de la lumière, on a la composition atomique, donc quels sont les atomes qui sont présents sur la roche. Et donc, avec cette composition atomique, plus une connaissance des types de roches, qu'on a la composition moléculaire, et on sait quel type de roche c'est. Et donc, avec ce laser, très rapidement, tout autour du rover, vous allez pouvoir tirer sur tous les cailloux qui sont autour, et donc donner une information extrêmement précieuse aux scientifiques, pour qu'ils disent, ben, c'est celui-là et celui-là que je vais aller voir, et puis les autres, c'est deuxième priorité. Donc, et on va beaucoup plus vite, et on fait beaucoup plus de choses avec les rovers, depuis qu'on a proposé à la NASA cet équipement et qu'on a monté à bord. Donc là, c'est un laboratoire de Toulouse qui s'appelle l'IRAP, un laboratoire de planétologie à Toulouse. Thales Laser, donc Thales, une société française, fait le laser, premier laser qui a été envoyé sur Mars. Et puis le tout est coordonné par le CNES pour être livré à la NASA. Là aussi, le spatial, c'est de la haute technologie, c'est des équipements extraordinaires, et puis c'est des histoires humaines et banales aussi. Au milieu vers la fin du développement, enfin aux 2/3 du développement de cet équipement, un scientifique dans le laboratoire colle un petit miroir. Il y a des fours pour faire sécher la colle et polymériser à une bonne température. Il met l'équipement modèle de vol dans le four, il s'en va déjeuner. Il a déverrouillé toutes les sécurités, et quand il revient, l'équipement il est cramé. Le modèle de vol, il était foutu. La NASA derrière. Alors là, c'est pas 800 millions, là c'est 1,5 milliard la mission avec le rover. Un équipement majeur pour lequel on nous a fait confiance. Donc là, je peux vous dire que là, c'est là où on a besoin des compétences fortes et d'une mobilisation absolue de toute l'équipe qui s'est mise au boulot, qui s'est mise en crash programme H24, pratiquement en 3/8, pour remonter l'instrument. Alors on avait un modèle de rechange, on a toujours des modèles de rechange dans le spatial, mais qui n'étaient pas tout à fait aux normes et qui n'étaient pas montés. Et il a fallu retravailler ce modèle de rechange pour le monter. On l'a fait en un temps extraordinaire et on a livré à temps. Et la NASA, encore aujourd'hui, dit que c'est un boulot qu'ils n'imaginaient même pas pouvoir être fait, y compris chez eux. On a fait ça, on l'a envoyé et ça marche. Et ça marche là-haut et on en est extrêmement fiers. Voilà aussi des histoires martiennes qui sont des vraies histoires. Alors, l'atterrissage, vous avez vu des images, c'est extrêmement compliqué. Effectivement, il y a ces 7 minutes de terreur. C'est le moment où la capsule arrive, donc à vitesse à 11 km par seconde, dans l'atmosphère martienne. Et Mars, c'est l'endroit le plus compliqué pour se poser. Parce que vous avez, sur la Lune, vous n'avez pas d'atmosphère. Donc vous avez un système qui va se poser avec un moteur dessous, il n'y a pas de problème d'atmosphère, il va arriver, il va freiner avec son moteur et il se pose. Voilà. Sur Mars, vous avez de l'atmosphère, comme sur Terre. Donc vous avez besoin d'un bouclier thermique à la vitesse à laquelle vous rentrez pour casser les premières phases de rentrée dans l'atmosphère, pour casser votre vitesse. Et ça chauffe très fort parce que cette atmosphère chauffe. Donc vous avez besoin de protéger vos instruments et de freiner. Mais comme vous avez de l'atmosphère, vous pouvez utiliser des parachutes. Donc ça c'est bien, comme sur Terre. Et donc à un moment donné, quand vous avez assez diminué votre vitesse, vous ouvrez des parachutes. Et c'est ce que vous avez vu sur le film, on ouvre des parachutes à un moment donné. Contrairement à ce qui se passe sur Terre, par contre, l'atmosphère martienne est extrêmement peu dense. Elle est 100 fois moins dense à peu près que l'atmosphère terrestre. Et donc, si vous restez avec vos parachutes, vous arrivez trop vite au sol, vous écrasez. Parce que les parachutes n'ont pas assez de portance pour vous freiner, et la vitesse qu'ils impliquent est trop importante. Et donc, vous devez faire appel à une autre technique. Donc, vous avez eu votre bouclier thermique, vous avez vos parachutes, et à un moment donné, vous avez vu sur le film, depuis votre parachute, vous lâchez en fait le parachute, et il y a un engin, un drone à réaction, qui lui se pilote automatiquement, et qui va voler pour freiner les derniers kilomètres, pour freiner même les dernières centaines de mètres, pour freiner la vitesse et se poser. Sauf que votre drone, avec ses réacteurs, il ne peut pas se poser au sol parce que vous avez le rover qui est dessous.
une fois de plus, c'est une petite voiture hein, qui est posée sous votre drone. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme dans les James Bond, là, vous avez un filin qui fait une dizaine de mètres de long, qui se déploie, et votre rover est pendu. Alors, votre drone, vous devez l'arrêter, le stabiliser au-dessus d'un point fixe, et votre filin avec le rover dessous, votre petit Twingo là-dessous, qui descend au bout du filin et qui se pose sur Mars. Là, si vous ne dégagez pas le filin, vous êtes mort, parce qu'il faut détacher. Et il ne faut pas que votre drone se crache sur le rover. Donc c'est ce que vous avez vu sur les images. À ce moment-là, votre drone redécolle, repart, pour aller se cracher un peu plus loin et éviter le rover. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui doit être précis à la microseconde de près, et puis surtout qui fait appel à tout un tas de mécanismes, de moteurs qui doivent se mettre en route, se détacher, se rattacher, etc. à des moments bien précis. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a que les Américains qui maîtrisent cette technique aujourd'hui, et d'ailleurs sur Mars, il n'y a que les Américains et les Chinois depuis quelques temps qui ont réussi à poser des objets. Les Russes essayent depuis très très longtemps, mais ils ne sont jamais arrivés, ou alors à des vitesses trop importantes, et malheureusement nous en Europe aussi on s'est posé une fois, mais trop vite. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est d'autant plus extraordinaire que si vous voulez, il y a ces 7 minutes de terreur, donc vous voyez toutes les phases, là je ne vais pas vous les reprendre, mais ça se passe, alors Jean-François Clairvoy disait 11 minutes après, en fait c'est un peu plus, quand on s'est posé, nous c'était une vingtaine de minutes, donc vous avez l'information, mais 20 minutes pour arriver sur Terre, à la vitesse de la lumière, quand vous rentrez. Et donc vous n'avez l'information que 20 minutes après, le temps qu'elle vous arrive. Et la phase compliquée, elle dure 7 minutes. Donc quand elle est finie, quand vous recevez l'information que ça commence, en fait elle est déjà finie. Et tout s'est passé sur Mars, tout s'est passé là-haut en fait. Vous le savez, mais vous ne voyez pas. Et vous voyez ce qui s'est passé il y a 20 minutes, et puis effectivement il n'y a plus rien à faire, et comme je vous dis, il n'y a surtout aucune possibilité de changer quoi que ce soit en temps réel. Tout s'est déroulé déjà, vous savez que ça s'est déroulé il y a 20 minutes, et vous regardez ce qui s'est passé, vous croisez les doigts, en espérant que ce mécanisme extrêmement complexe puisse réussir et poser le rover au sol. C'est ce qui s'est passé les 2 fois que ces techniques ont été utilisées, avec Curiosity et avec Perseverance sur Mars, et on a pu donc poser ce rover extraordinaire sur la planète. Donc ça c'est notre petit selfie. Voilà quelques photos de Mars prises par Perseverance. Donc vous voyez, voilà, les cailloux. Alors quand vous avez 500 scientifiques qui doivent choisir quel caillou il faut aller voir, et il faut avoir des outils pour d'abord leur donner des informations, et puis les piloter aussi, leur expliquer que voilà, c'est peut-être pas possible partout, etc. Et donc ça, c'est un travail qui se fait toutes les nuits, ou tous les jours, ça dépend, parce que le temps se décale entre Mars et la Terre. Hein. Le jour sur Mars, c'est 24 heures et 40 minutes, donc on décale tous les jours. Et en fait, ça se fait alternativement depuis la France, depuis Toulouse, ou depuis les États-Unis. Toutes les nuits, vous avez les ingénieurs, les scientifiques qui travaillent, qui définissent quel va être le programme du rover le lendemain. Quand ils ont défini tout ça, on transforme ce programme de rover en logiciel, qu'on monte, qu'on envoie sur Mars, et le rover, le lendemain, il fait son boulot toute la journée de façon autonome, et le soir, il renvoie les informations vers la Terre, on les récupère, et on prépare la journée suivante. Voilà comment ça marche. Et donc il y a 2 centres au monde qui font ça aujourd'hui, un côté en Californie, à Pasadena, au JPL, et puis un à Toulouse qui pilote le rover, de par cette coopération historique avec la NASA. Et on a ces images extraordinaires qui viennent. Alors, vous voyez le petit monticule un peu plus rougeâtre à gauche, et bien ça typiquement on peut zoomer dessus, et c'est ce qui intéresse les scientifiques, parce que vous voyez ces roches là, ben ça c'est de l'érosion. Alors il y a de l'érosion par le vent, mais il y a eu aussi de l'érosion par l'eau, et ces couches qui sont coupées par l'érosion, mais c'est ce qui intéresse les scientifiques, de voir quelle tête ça a, quelle composition ça a, et ils en tirent tout un tas d'informations très importantes sur la planète. Alors 2 mots sur une nouveauté assez extraordinaire de cette mission quand même, c'est ce petit drone, ce petit hélicoptère. Alors c'est pas le gros drone qui s'appelle le Sky Crane, là, qui était en réaction, qui a posé le rover, c'est un petit hélicoptère qui est sur le rover. En fait il était dessous, sous le ventre du rover, et à un moment donné le rover l'a posé au sol, il s'est éloigné, et on a essayé, les Américains, parce que ça c'est fait par le JPL, donc aux États-Unis, les Américains ont essayé pour la première fois de faire voler un objet ailleurs que sur Terre. Et donc c'était ce petit hélicoptère
hélicoptère. Alors, je vous ai dit, le problème, c'est que l'atmosphère est 100 fois moins dense que sur Terre. Il y a des vents très violents sur Mars, il y a des vents à 600-700 km/h, mais vous les sentez à peine, tellement l'atmosphère est peu dense. Et donc, pour faire voler un hélicoptère, parce que c'est un petit hélicoptère, ben, il faut des pales spéciales, et puis il faut quelque chose qui tourne très vite pour pouvoir avoir la portance qui permet de faire voler le drone. Donc, c'est des choses qui avaient été validées au sol, dans des chambres à basse pression, etc., mais ça n'avait jamais été fait. Et donc, là, normalement, j'ai le film. Vous avez donc le rover, il s'est éloigné, et vous avez le petit hélicoptère en bas à gauche qui doit décoller pour la première fois et faire son premier vol. Alors voilà, alors là vous voyez pareil les scientifiques quand ils voient ça, et ça c'est le premier vol de cet hélicoptère, pris depuis le rover Perseverance. Alors voilà, il n'y a pas de GPS, hein, donc lui il ne sait pas où il est, et tout est calculé à l'avance. Puis les scientifiques, alors le rover il ne tourne pas la tête, hein, donc les scientifiques ils voient ça, et là comme on est dans une salle de cinéma, il y a un peu de suspense, parce que là on se demande qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il va revenir, où il est parti, est-ce qu'il revient ou pas, et puis voilà, personne ne savait si ce truc-là d'abord allait décoller, allait voler, allait pouvoir se repérer, et puis aller faire ce qu'on attendait de lui. Donc voilà, on attend, on est finalement devant ce beau paysage. Et ça, c'est un moment historique, hein. C'est la première fois que des femmes et des hommes font voler quelque chose sur une autre planète que la Terre. Donc ça restera un moment extrêmement historique. Quelque chose d'assez extraordinaire aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on savait tirer jusqu'à 7,5 mètres autour du rover avec notre laser pour faire des analyses de roches. On sait faire ça aussi, c'est-à-dire que ça, c'est un forage qui a été fait par le drill, donc l'outil de forage du rover. Au bout d'un mât, il a des outils de forage classiques, comme on peut en avoir au sol. Et donc, lui, il fait le gros trou. Mais alors, le gros trou, il n'est pas très gros, il a à peu près cette taille, hein, celui-là, voilà. Et il est fait verticalement dans le sol. Et donc, ça dégage des couches de terrain que les scientifiques veulent étudier. Et donc, en programmant de façon extrêmement précise notre laser, on sait faire les petits trous que vous avez dans le gros trou et à différents stades du trou pour analyser les différentes couches de terrain. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Au début, pareil, on a commencé à travailler là-dessus sur Curiosity. On n'était pas sûr de savoir le faire sur le premier rover. On a mis au point ces techniques. Et aujourd'hui, on est assez précis pour pouvoir faire ces trous à l'intérieur d'un trou et donc mesurer précisément la composition chimique des différentes strates suite à un forage de persévérance. Donc voilà, une petite photo, mais avec énormément de choses qui sont derrière et des choses extrêmement complexes. Ici, vous avez le deuxième forage qui a été réalisé par Perseverance pour faire les échantillons. Sur la petite photo en bas à droite, vous avez les fameux échantillons qui vont être ramenés un jour sur Terre par une autre mission qu'on concevra dans quelques années. Et donc, pour faire ces échantillons, il faut creuser, récupérer une carotte, hein, comme on peut le faire au sol, les mettre dans ces petits tubes blancs. Et ces petits tubes blancs, ils vont être laissés sur le sol martien par le rover, à certains endroits bien déterminés, un peu comme le petit poussé. Il va faire des petits tas de carottes, et puis après, il faudra aller les chercher. Ce qui s'est passé, c'est que sur le premier... Donc ça, c'est tout récent, hein, ça date d'il y a quelques semaines. Le premier, là aussi, des histoires humaines, sur le premier carottage, tout c'est super... Enfin, il s'est dit dans la presse, il y a un problème sur Persévérance, il n'arrive pas à récupérer des échantillons, alors c'est un objectif important de la mission, tout le monde était inquiet. En fait, non, pas du tout, mais ils ont fait une carotte dans du sable. Et donc, quand on carotte du sable, quand ils ont voulu retirer la carotte, le sable il est tombé, quoi. Donc l'échantillon, le tube, il était vide. Donc ce premier tube, il a servi, comme nous l'a dit Thomas Urburen, le patron de la science de la NASA, à récupérer de l'atmosphère martienne. Il leur en fallait un avec de l'atmosphère, donc ça a été celui-là.
Et là, ils se sont mis à creuser dans du matériau plus dur pour être sûr de faire des échantillons. Et puis je pense qu'on va travailler pour prendre du biais, manipuler l'échantillon différemment, pour pouvoir quand même récupérer ce sable, parce que ces argiles sont très importantes pour être analysées au sol par la suite. Donc ça, on n'en a fait que 2, des forages pour l'instant, et des échantillons. Le premier avec le sable qui a marché, et celui-là, il y a quelques semaines. Donc c'est le premier rocher martien dont les éléments vont être ramenés sur Terre dans quelques années. Voilà, je ne voulais pas vous en dire beaucoup plus. Évidemment, je termine là-dessus parce que, je vous ai dit, le prochain step du vol habité, c'est la Lune, mais le Graal et l'objectif, c'est d'amener des hommes sur Mars. Donc là, c'est pas Claudie et Jean-Pierre dans leurs vieux jours qui regardent passer les choses en étant assis sur un banc devant leur station. C'est des scaphandres, en fait. Un des soucis qu'on a sur Mars, comme sur la Lune d'ailleurs, c'est la même chose, c'est la poussière qui est très polluante et qui est très abrasive. Et donc il faut éviter de rentrer tout ce qui est poussière à l'intérieur des habitats. Et donc là, vous avez des scaphandres qui s'ouvrent en fait par le dos, et donc qui s'amarrent à la station, et ensuite l'astronaute rentre à l'intérieur, et donc le scaphandre n'est jamais en contact, là, il n'y a pas de poussière à l'intérieur. Donc c'est des concepts de base martienne qui sont en travaux et dont on espère qu'ils seront déployés un jour, on en est sûr, mais quand, voilà, plutôt possible, en tout cas sur la Lune assez rapidement. Voilà ce que je voulais dire sur Mars. J'ai été trop long, je ne voulais pas être si long que ça, mais... On a encore quelques minutes, n'hésitez pas à poser quelques questions. J'imagine que vous avez peut-être des choses qui vous échappent encore. Alors sur Mars, ou sur d'autres sujets, si vous voulez. Hein, Oui. Prends le micro. Vu que Mars, on a vu que les ondes qui circulent à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est vivante. Pourquoi elle a perdu son atmosphère? Oh, excellente question. Bravo. Alors les ondes, oui, elle est vivante, tu as raison, c'est-à-dire qu'elle bouge, et donc ça veut dire qu'il y a un noyau, voilà, qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup encore aujourd'hui à la Terre, telle qu'elle est. Alors pourquoi elle a perdu son atmosphère? Ça c'est une question que les scientifiques essaient de comprendre, essaient d'expliquer. Sans doute, déjà un premier niveau d'explication, c'est que c'est plus petit, Mars, que la Terre. Et donc la gravité, hein, tout ce qui est au sol, tient au sol par la gravité. Et la gravité sur Mars, elle est moins importante que sur Terre. Elle est un tiers moins importante. Elle est le tiers de ce qu'elle est, 3 fois moins importante que sur Terre. Et donc ça à un moment donné, cette gravité n'a pas suffi pour que les éléments soient maintenus autour de la planète et ne s'envolent pas, quelque part, dans l'espace. Donc c'est sans doute un élément important qui a joué, la taille et la masse de la planète. Après, il y a pu y avoir d'autres phénomènes, et les planétologues, mais justement, ils essaient de comprendre tout ça. Bonne question. Oui? Depuis que le rover est là, on a trouvé des choses intéressantes. Oui, alors, on a trouvé des choses très intéressantes. Comme je vous le disais au début, on sait maintenant de façon sûre que l'eau a coulé sur Mars longtemps. Quand les planétologues disent longtemps, c'est pas des années, quoi, c'est des milliers d'années, des millions d'années. Donc c'est quelque chose quand même qu'on n'imaginait pas, enfin on ne savait pas il y a quelque temps. On a trouvé des argiles extrêmement intéressantes parce que c'est des milieux réducteurs. La planète est très oxydée, elle est rouge parce qu'elle est rouillée, Mars, hein, donc c'est beaucoup d'oxydation. Pour que la vie se développe, il faut des milieux réduits. Et on a trouvé ces milieux réduits sous le sol martien, grâce à ces forages et ces analyses. Donc on sait que ces milieux-là sont des milieux propices à l'éclosion de la vie et qu'ils existent sur Mars. Donc on progresse, oui, on trouve des choses et chaque fois, enfin pas chaque fois, parce que des fois on étudie un rocher qu'on a déjà vu ailleurs et donc on n'apprend pas grand-chose, mais souvent on apprend de nouvelles choses chaque fois qu'on fait un forage, une analyse sur un rocher, etc. Donc oui, on a appris pas mal de choses depuis qu'on fait ces missions sur le fait que Mars a eu des conditions qui ont été propices à l'éclosion de la vie. Maintenant, évidemment, on n'a pas trouvé, par contre, de traces de vie. Oui?
On va t'envoyer un micro, hein, comme ça on t'entendra. Bon, j'ai deux questions. La première, c'est que Vénus avait à peu près un océan. En fait, c'est-à-dire qu'au début de sa formation, elle avait un océan. La deuxième, c'est qu'aussi, il y a deux satellites naturels, Europe et Encelade. Je sais pas si c'est comme ça. Si, c'est très bien. Bravo. Et c'est Encelade. La première, c'est une planète qui est au fond, il y a un océan. Et Europe, c'est à peu près la même chose. Mais le problème de Mars, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de radiation et de problèmes. Alors, elle serait dure la vie, mais c'est possible. Et voilà. Tout ça est vrai, et donc Encelade, Europe, Ganymède, c'est des lunes de Saturne et de Jupiter. Et on a des missions pour aller les étudier. On sait qu'il y a des geysers qu'on observe déjà de ces planètes. Donc là, pour le coup, il y a des geysers qui montent dans le ciel de ces lunes. Donc il y a des océans qui sont souterrains. Par contre, c'est des endroits très loin et très froids. C'est très éloigné. Contrairement à Vénus, qui est lui proche et très chaud. Mais sur Jupiter et Saturne, c'est des endroits très froids. Et donc il y a des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres de glace sur ces océans, mais qui sont liquides dessous. Et donc il y a effectivement des missions qui germent dans la tête de scientifiques pour aller creuser cette glace et arriver à voir ce qu'il y a dans ces océans, qui sont effectivement des endroits où la vie aussi peut se développer actuellement dans le système solaire. Vénus, c'est très proche du Soleil. Alors, il n'y a pas d'océan. Par contre, il y a des nuages. Il y a beaucoup de nuages autour de Vénus. Par contre, les températures sont infernales. Donc ça, c'est pas terrible pour la vie. Mais sur les lunes de Jupiter ou Saturne, alors les rayonnements, etc., sont très importants, comme sur Mars. Mais il y a pu avoir de la vie. Donc bravo, continuez à étudier tout ça. C'est passionnant. Alors, il y avait des questions là-haut. Quelqu'un là. Ça ira sans micro. J'ai deux questions. Vous nous avez dit que Mars, c'était le jumeau de la Terre qui a été mis au congélateur il y a 3 milliards d'années. Mars est toujours congelé? Parce que quand vous nous parlez de carottes qu'on sort et qu'il y a du sable qui coule, ça ne ressemble pas à quelque chose de congelé. La deuxième question, c'est j'ai oublié quelle est la distance de la Terre à Mars, mais quel est le type d'onde qu'on utilise pour pouvoir piloter des appareils à une telle distance? Alors, je me suis mal exprimé parce que j'ai dit congelé pour dire figé en fait, si vous voulez. Mais son développement s'est figé à un moment donné, au moment où elle a perdu son atmosphère et puis l'eau, etc. Mais évidemment, c'est pas congelé au sens congelé thermiquement. Hein. Les températures sur Mars, c'est froid, elle l'a dit, mais au niveau de l'équateur et en été, hein, puisqu'il y a des saisons, ça peut être, en journée, ça peut être 20 degrés, hein, plus 20. Donc, c'est pas si froid que ça, hein. Sauf que ça dure pas longtemps et ça descend à moins 150. Et donc ça, c'est pas top. Et il fait globalement très froid quand même. Mais la température est pas... Donc c'est pas congelé, c'est pas une planète congelée. Je me suis mal exprimé par rapport à ça. Les distances, ben, ça varie parce que en fait, les deux planètes, la Terre et Mars, tournent autour du Soleil. Et des fois, elles sont pratiquement au même niveau. D'autres fois, elles sont à l'opposé. Mais bon, c'est 250 millions de kilomètres à peu près. C'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et quelle onde on utilise? On utilise des ondes radio qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça que il faut entre 10 et 20 minutes suivant les positions des planètes. Ou quand on est en opposition du Soleil, on ne peut pas communiquer parce qu'on a le Soleil entre nous. Donc là, on a des situations un peu compliquées. Mais sinon, voilà, c'est 20 minutes à la vitesse de la lumière parce que ce sont des ondes radio. Ce sont des ondes radio, on envoie nos télécommandes et on reçoit les images et toutes les informations avec des ondes radio.
Oui. Ici, pardon. Une fois qu'on aura découvert qu'il y a de la vie sur Mars, ce qui est fort probable du fait qu'il y a, comme le dit, vous l'avez clairement dit, il y a de l'eau qui coule depuis très très longtemps, quelle peut être l'étape d'après? Parce qu'on est quand même dans un questionnement qui consiste à savoir d'où vient la vie, avec toute une science qu'on appelle l'exobiologie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui imagine que la vie vient éventuellement d'une autre planète que celle que la Terre elle-même. Est-ce que l'idée, c'est de se dire la vie vient de Mars et elle serait venue sur Terre? Mais voilà, moi la question, c'est de me dire, une fois qu'on aura satisfait une curiosité qui est tout à fait naturelle, de se dire il y a de la vie sur Mars, quelle est l'étape après? Alors d'abord, c'est pas quand même gagné, hein. C'est pas parce qu'on a montré qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait eu de l'eau, et qu'il y avait eu des endroits propices à l'éclosion de la vie, que cette vie a vraiment apparu. Vous avez vu sur le schéma qu'il y a 3 milliards d'années, ça a été vraiment la partie, malheureusement, j'ai envie de dire, un peu charnière, où la vie a commencé à se développer de façon prébiotique sur la Terre, et puis sur Mars, c'est à peu près à ce moment-là que ça s'est arrêté. Donc ça a peut-être commencé au tout début, mais peut-être pas. Et ça, on n'est pas sûr de démontrer ça un jour sur Mars. Et une fois que, si on découvre des traces de vie sur Mars, ben d'abord ça sera quand même au niveau sociologique, philosophique, religieux, etc., quand même quelque chose d'assez fondamental pour nos sociétés, pour notre vie, parce que la vie, on aura la preuve que la vie n'existe pas que sur Terre. Restera que d'où elle vient, et la question que vous posez, est-ce que, alors, les morceaux de Mars, on sait qu'il y a des météorites qui sont venus de Mars, et qu'il y a des morceaux de Mars qui sont sur la Terre, on en récupère chaque année. Le problème, vous allez dire pourquoi on va chercher des échantillons s'il y en a qui arrivent tout seuls, c'est parce qu'ils arrivent tout seuls, ils ont passé très longtemps, ils sont passés très longtemps dans l'espace, ils sont rentrés dans l'atmosphère, ils ont brûlé, etc. Donc c'est pas la même chose. Mais on se demande d'où vient la vie, la quête continuera. On a posé il y a quelques années, c'est aussi une sonde européenne faite en coopération entre la France et l'Allemagne, Philae, une petite sonde qui s'est posée sur le noyau d'une comète, je ne sais pas si vous avez ça en tête, ça s'appelait Churyumov-Gerasimenko, et là les scientifiques cherchaient clairement des molécules carbonées complexes sur cette comète, parce qu'une des hypothèses, c'est que ce soit les comètes qui aient ensemencé le système solaire par leur passage dans des espaces très lointains et leur arrivée dans le système solaire. Ils ont trouvé effectivement des découvertes très intéressantes alors pas des molécules prébiotiques, hein, pas des choses extrêmement complexes, mais des molécules carbonées déjà complexes. Et ça, c'était une découverte pour les scientifiques. Donc la quête, je pense, de l'origine continuera. Mais vous avez tout à fait raison sur le fait que les missions scientifiques spatiales, c'est deux choses. Hein, c'est la vie, l'origine de la vie et l'origine du monde, l'origine de l'univers. On a aussi une photo que j'aime beaucoup, qui est une photo qui a été prise par un satellite qui s'appelle Planck, et qui a pris la première lumière de l'univers, c'est-à-dire le moment après le Big Bang où l'univers est devenu transparent et où les photons ont pu se déplacer et où on commence à voir l'univers. C'est 300 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire que si vous placez les 15 milliards d'années sur une journée, vous faites un ratio, vous regardez l'univers quand il avait 2 secondes à peine. C'est extraordinaire cette photo, on est tous dessus, enfin nos atomes en tout cas sont dessus. Pas nous. Mais c'est un selfie incroyable et les scientifiques recherchent à venir le plus près du Big Bang pour essayer de comprendre cette origine de l'univers. On a maintenant des missions, des réflexions pour étudier en deçà de ces 300 000 ans par des ondes, en étudiant des ondes pour aller encore plus loin, encore plus près du Big Bang. Donc ça c'est la quête de l'origine de l'univers et l'autre quête c'est l'origine de la vie. Alors, trouver des traces de vie sur Mars, ça serait une découverte extraordinaire hein, pour nous tous, mais ça n'empêchera pas la continuation de la recherche de l'origine de la vie, d'où elle vient, comment tout ça est arrivé. Il y avait là-haut, parce que... Oui. C'est-à-dire en fait penser d'abord que la vie est universelle. Quand je dis universelle, c'est qu'elle est partout dans l'univers.
et que voir la chose de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe, et maintenant on est quasiment certain que la vie sur Terre est arrivée de façon extérieure. C'est le principe de la panspermie. On est d'accord. On trouve effectivement des acides aminés assez complexes dans des astéroïdes. Donc on sait bien que la vie est universelle. Maintenant, ce qu'on sait, c'est surtout que la Terre a été une des planètes qui a réussi à faire évoluer cette vie. Mais je pense tout simplement, enfin c'est une pensée personnelle, je pense que tout simplement on peut répondre à la question qui a été posée tout à l'heure par le biais inverse, c'est-à-dire en disant la vie est partout. Et pour l'instant, seuls les êtres vivants qui sont capables de se poser des questions, ce sont ceux qui sont sur Terre, c'est-à-dire nous les humains. Juste une petite précision pour le monsieur qui était là tout à l'heure qui a posé une question. Le périgée, je pense que c'est 50 millions de kilomètres. Ouais. Et l'apogée, il me semble que c'est 380 millions. C'était les distances entre les planètes. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, il y a des. Mais ça, c'est la théorie. Vous savez, la physique, la théorie, c'est très important, mais le principe, c'est qu'il faut démontrer, il faut observer le phénomène. Et tant que vous ne l'avez pas observé, vous n'êtes pas sûr que votre théorie, ça soit vraiment la bonne. Et là, il y a des théories très évoluées qui montrent que la probabilité que la vie soit partout, comme vous dites, dans l'univers, est peut-être importante, hein, mais c'est des théories. Et pour les démontrer, il faut l'observer. Et c'est bien tout l'enjeu. C'est-à-dire le jour où on aura observé une forme de vie sur une autre planète que sur la Terre, alors oui, on aura démontré que c'est vrai. Pour l'instant, c'est des probabilités, des théories. On peut penser que celle que vous présentez est la bonne, et il y a de fortes probabilités pour que ce soit le cas, mais on n'a jamais vu. Et quand vous dites des acides aminés complexes, je suis sur des astéroïdes, je ne suis pas sûr qu'on ait eu il y a des chaînes carbonées complexes qui ont été observées, mais pas vraiment des molécules biotiques ou prébiotiques, hein. Ça reste très très préliminaire encore. Donc il faut le montrer, c'est comme tout phénomène ou toute théorie physique, il faut l'observation qui suit la théorie. C'est ça en fait, c'est ce qu'on cherche. Une dernière question. Une dernière question, hein, parce qu'après on a beaucoup de choses encore à faire, le programme très chargé. Oui, sur Terre nous avons des structures géologiques. Je vois pas, je ne sais pas qui parle. Sur Terre, nous avons des structures géologiques avec des types de roches très caractéristiques, comme les basaltes des fonds océaniques, sur lesquels flottent les granites qui ont formé nos continents. De ces roches donc découlent toutes les roches, les évaporites, métamorphiques, etc. etc. Est-ce qu'on retrouverait sur Mars ces mêmes types de formations? Et est-ce que ces roches seraient, comme pour un grand nombre d'entre elles, hydratées? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas à rechercher de l'eau, cette fois-ci liquide, mais une eau qui serait intrusive dans les milieux intercristallins, et qu'en rapportant des échantillons, est-ce qu'on retrouverait ces molécules? Merci. Oui, alors la réponse est oui sur la dernière question. Il y a des roches hydratées qui sont sur Mars, et les roches qu'on observe sur Mars ne sont pas des roches qui n'existent pas sur Terre, ou qui sont complètement des compositions moléculaires très particulières. C'est des roches qu'on a sur Terre, et donc la géologie, effectivement, comme le montre le dessin du début, le début de la géologie de la formation de la planète est très très proche de ce qui s'est passé sur Terre. Et les basaltes et ces roches-là, on les retrouve sur Mars. Après, il faudrait que je vous mette en contact avec les planétologues pour aller plus loin sur vos questions, sur les pourcentages, etc. Mais oui, il y a des roches hydratées, et les roches sont assez semblables aux roches qu'on retrouve sur Terre. Mais il n'y a pas de dérive de continent sur Mars. Il n'y a pas eu de phénomène de dérive de continent. Il n'y a pas eu, a priori, de tectonique aussi forte que sur Terre. Bon. Oui. Je pense que malheureusement, il y a un programme très chargé derrière. Merci beaucoup.